On se penche aujourd'hui sur la conférence internationale sur la vérité de l'adoption. Un événement qui a vraiment changé la perspective sur des décennies d'adoption internationale, en la présentant non plus comme une simple question de protection de l'enfance, mais comme un possible crime contre l'humanité. Alors, voilà comment on va décortiquer ça. On va commencer par poser le contexte de la conférence. Ensuite, on s'arrêtera sur les témoignages très forts des personnes directement concernées. Puis, on examinera les arguments juridiques qui ont été avancés. On verra comment ça a provoqué un vrai changement de perspective légale. Et enfin, on terminera sur les appels à la justice qui ont conclu les débats. Dès le début, la conférence a mis les pieds dans le plat. L'idée, c'était de s'attaquer de front à cette image d'Épinal, cette perception très positive que l'on a depuis longtemps de l'adoption internationale. C'est justement ce qu'a expliqué l'intervenant Do-Yeon Kim. Pendant 70 ans, cette image publique très positive a en quelque sorte servi à justifier, ou en tout cas à minimiser, des problèmes systémiques très graves au cœur du processus d'adoption. Et ça a masqué une réalité beaucoup plus sombre. Et dès l'ouverture, les mots de Peter Muller, le co-représentant de Corroute, ont vraiment donné le ton. Un ton très grave, en parlant de vol d'enfants, de falsification d'identité et même de vente d'enfants. Sa déclaration a immédiatement posé le débat sur un tout autre plan. Alors maintenant, on va s'intéresser au coût humain de tout ça. Et c'est à travers les témoignages directs des personnes impactées qu'on commence vraiment à comprendre l'ampleur du problème. Et ce qui est frappant quand on écoute ces témoignages, c'est que des schémas se répètent sans cesse. On se rend compte que ce ne sont pas juste des incidents isolés, ce sont les caractéristiques d'un problème bien plus large, un problème systémique. Prenons d'abord l'histoire de Bong-so Cheon. Il a été emmené de force dans une institution où on a changé son identité. Résultat, ça l'a empêché de retrouver sa famille pendant plus de 20 ans. Et puis, il y a le cas de Marie-Louise Wang, qui est absolument sidérant. On a tout simplement dit à sa mère que son bébé était mort juste après l'accouchement. Sauf qu'en réalité, elle était bien vivante. Elle a été envoyée en adoption internationale. Toute sa vie a été construite sur un mensonge créé par le système qui était censé la protéger. L'histoire d'Aurélie Touvet, elle, montre bien à quel point ces affaires peuvent s'étirer sur des décennies. Elle a découvert que ses parents, qui étaient mariés, ont été piégés. On leur a parlé d'un placement temporaire, et puis leur bébé a tout simplement disparu. Et son témoignage met en lumière une chose, la lutte pour la vérité, c'est un combat de tous les instants. Encore aujourd'hui, après plus de 40 ans, l'agence d'adoption refuse toujours de lui fournir le formulaire de consentement original, complet et non modifié. Alors, face à ces tragédies personnelles, les experts présents à la conférence ont commencé à réfléchir à un nouveau cadre juridique. L'idée, c'est de voir ces actes non plus seulement comme illicites, mais bien comme des crimes potentiels au regard du droit international. C'est là qu'on a eu l'intervention d'Olivier de Frouville, un expert du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées. Il a commencé par rappeler la définition juridique très précise d'un crime contre l'humanité. Et c'est là que ça devient particulièrement éclairant. Il a fait le lien, point par point, entre cette définition et les pratiques observées dans les adoptions illégales. Il a même fait des parallèles avec des cas historiques qui ont été jugés après la Seconde Guerre mondiale ou en Argentine. Le point crucial à retenir, c'est que des actes individuels, quand ils font partie d'une politique systématique, eh bien ils peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Voilà, une question se pose, et elle est centrale. Comment est-ce que les victimes peuvent prouver ce qu'elles avancent, alors que ce sont l'État et les agences qui contrôlent tous les dossiers et qui parfois les ont même détruits? C'était le cœur de la discussion suivante. C'est là qu'intervient le professeur Gessongli. Pour lui, il faut un changement de paradigme. Vu le déséquilibre des forces, vu que l'État a le contrôle de l'information, la responsabilité de prouver les faits ne devrait plus reposer sur la victime, qui, elle, n'a souvent rien. Ce principe, c'est ce qu'on appelle en droit le reversement de la charge de la preuve. C'est une logique qui est déjà utilisée par les cours internationales des droits de l'homme, et elle est essentielle quand on sait que des dossiers ont pu être falsifiés, cachés ou détruits intentionnellement. Forcément, après tous ces témoignages et ces arguments juridiques, la conférence s'est achevée par des appels à l'action très concrets. Il fallait traduire tout ça en demandes claires. Et ces appels ont été entendus, notamment par des membres de l'Assemblée nationale coréenne comme In Sun-nam et Sang Sik-lee. Ils se sont engagés à pousser pour que la loi change afin de garantir la vérité et la réconciliation. Au final, la conférence nous laisse avec cette question essentielle. Reconnaître la vérité, c'est un premier pas indispensable, bien sûr. Mais c'est ce qui viendra après, au nom de la justice, qui définira vraiment l'avenir pour des centaines de milliers d'adoptés et leurs familles.